Bonjour, on aura peut-être évité le pire en milieu de semaine en Iran, mais rien n'est réglé pour autant. Qu'il s'agisse du Liban, du détroit d'Ormuz ou des missiles et du nucléaire iranien, ces problèmes restent entiers. Voilà qui a de quoi inquiéter les pays de la région, les puissances du Golfe, fragilisées comme jamais par 1 mois et demi de guerre, et ce n'est sans doute pas fini. Et si c'était eux les vrais grands perdants du cessez-le-feu? On posera la question à Christian Chesneau, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, co-auteur avec Georges Malbruno des Qatar Papers, MBS Confidentiel ou encore nos très chers émirs. En tout cas, depuis le cessez-le-feu annoncé à grand renfort de publicité en milieu de semaine, il y a de quoi se perdre en conjectures sur quoi Iraniens et Américains sont-ils donc tombés d'accord, eux qui rejettent depuis comme des lignes rouges les revendications de l'adversaire, à commencer par la liberté d'emprunter le détroit d'Ormuz. Explication en images de Léo Kisiela. Seuls quelques cargos ont pu franchir le détroit d'Ormuz depuis le début du cessez-le-feu et ils sont quasiment tous iraniens. Téhéran maintient son emprise sur ce passage stratégique et impose même ses nouveaux itinéraires uniques. En rouge pour entrer, en vert pour sortir, au plus près des côtes iraniennes. La zone sud du détroit est présentée comme dangereuse, c'est-à-dire minée par les gardiens de la Révolution. De manière à être protégés de possibles collisions avec des mines, en coordination avec la marine des gardiens de la Révolution, jusqu'à nouvel ordre, les navires devront prendre des routes alternatives pour le trafic dans le détroit d'Ormuz. L'Iran veut conserver le contrôle total du détroit et prévoit d'y imposer un droit de passage, à raison d'$1 par baril, sachant qu'environ 20 millions de barils y transitaient chaque jour avant la guerre. Une telle taxe irait contre la liberté de navigation, principe fondateur du droit maritime, défendu par l'ONU. Les États voisins exportateurs de pétrole, Washington et des dirigeants européens se sont vivement opposés à cette menace. Il est dans l'intérêt vital de l'Italie, de ses partenaires européens et occidentaux, que la liberté de navigation soit pleinement rétablie dans les mêmes conditions qu'avant le 28 février, afin de normaliser la situation tendue sur les marchés de l'énergie, des matières premières, des engrais et d'autres produits essentiels à notre économie. Le blocage d'Ormuz a perturbé les marchés mondiaux de pétrole, mais aussi ceux du gaz, de l'aluminium, de l'hélium et des engrais. Le prix de toutes ces ressources a flambé ces dernières semaines et menace donc les industries agricoles, automobiles, médicales ou encore de la construction. Christian Chesneau, c'est le principal enseignement de ces 5 semaines de guerre. L'Iran, en montrant sa capacité à bloquer tout transit par le détroit d'Ormuz, dispose là d'une arme asymétrique presque imparable. Oui, c'est un atout maître dans les mains des Iraniens, en tout cas des gardiens de la Révolution, parce que c'est eux qui gèrent maintenant le détroit d'Ormuz. Avant le 27 février, il y avait une navigation libre, tout le monde pouvait passer gratuitement. Aujourd'hui, il faut payer, il faut passer sous la coupe des gardiens de la Révolution qui laissent finalement passer les gens au goutte à goutte et choisissent en fonction des nationalités qui sont plus ou moins hostiles à l'Iran de passer ou pas. Il y a vraiment une utilisation politique et diplomatique du détroit d'Ormuz. Il y a un accord effectif, d'après vous, avec des clauses éventuellement cachées au public ou bien iraniens et américains sont-ils à ce point pressés de mettre fin à la guerre qu'ils en ont même omis de s'entendre sur les modalités de l'apaisement? Alors, on n'est pas encore proche d'un accord. Là, on entre dans le début des négociations. D'ailleurs, c'est un cessez-le-feu de 15 jours. C'est quelque chose qui sera long, compliqué. Il faut rappeler qu'avant le 27 février, avant le 28 février, les négociations portaient uniquement sur le nucléaire. Aujourd'hui, elles portent sur tous les dossiers. Le détroit d'Ormuz, les sanctions, le nucléaire, l'influence iranienne. Donc voilà, donc c'est un package. Et le Liban. Donc là, ça va être autrement plus compliqué. D'autant que le cessez-le-feu, on le voit, il ne concerne pour l'heure que l'Iran. Le Liban a continué d'être ciblé par Israël, tout comme d'ailleurs nombre d'États du Golfe par Téhéran. Oui, alors sur le Liban, apparemment, les Israéliens sont en train de faire machine arrière parce qu'il y a eu un coup de fil de Trump, de Witkoff, qui a dit à Netanyahou il faut calmer les choses parce qu'on ne peut pas négocier dans la guerre. Et puis les Iraniens, c'est un point important. Il faut rappeler, le Hezbollah, c'est un de leurs principaux alliés. Donc c'est aussi un point de pression des Iraniens. Et puis c'est vrai que pour les pays du Golfe, eux sont un peu spectateurs, parce qu'eux ne sont pas partie prenante des négociations, mais subissent finalement le contre-coup de la guerre. Et justement, quel sentiment prédomine dans ces États du Golfe après 5 semaines de guerre? Soulagement ou inquiétude, Oda Abdelhamid? Les pays du Golfe poursuivent de très près les négociations à Islamabad.
Certes, il y a du soulagement, mais il y a aussi beaucoup de crainte et d'incertitude. Ils ont communiqué leurs positions qui ne sont pas toujours alignées à Islamabad et à Washington. Et maintenant, ils regardent ce qui se passe. Le Golfe a des lignes rouges. La première ligne rouge est le détroit d'Ormuz et le futur détroit d'Ormuz, surtout que l'Iran partage ce détroit avec l'Oman. Ils ne vont pas accepter l'imposition de tarifs comme demandé par l'Iran, simplement parce que il y a beaucoup d'exportations de gaz et de pétrole à travers le détroit, mais il y a aussi beaucoup d'importations, par exemple, de produits alimentaires et d'autres biens qui sont essentiels à la vie quotidienne dans le Golfe. La seconde ligne rouge, c'est aussi la demande par l'Iran que les bases américaines soient fermées dans les pays du Golfe. C'est une décision souveraine, disent les leaders des pays du Golfe, et donc ils ne vont pas accepter que ce soit négocié sans leur opinion, sans qu'eux soient présents à ces négociations, si elles se font. Et puis, ils ont aussi très peur que le président américain, Donald Trump, cède sous la pression, simplement parce qu'il veut sortir de cette guerre le plus tôt possible. Christian Chesneau, la situation n'est pas la même selon qu'on se situe à Doha ou au Bahreïn, relativement épargné par l'Iran ces derniers jours, ou bien au Koweït, voire aux Émirats arabes unis, ciblés en priorité par Téhéran. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que les pays du Golfe sont dans une immense frustration. On se souvient de l'accord de 2015 sur le nucléaire, ils n'avaient pas été consultés, ils étaient vent debout contre cet accord, et aujourd'hui, une nouvelle fois, ils sont spectateurs, en tout cas, ils ne sont pas impliqués dans les négociations. On a dit qu'il y a des lignes rouges, mais ils ont des moyens de pression qui sont finalement assez faibles, assez limités, parce qu'on l'a vu, vous avez un Donald Trump qui change d'une heure à l'autre, et des Iraniens qui savent où ils veulent aller. Eux, ce qu'ils veulent, c'est sanctuariser le régime, une reconnaissance, et puis après négocier au cas par cas sur des dossiers. Peut-être qu'ils rouvriront le détroit d'Ormuz, mais il faudra payer autre part. Certains auraient voulu, dit-on, que les États-Unis et Israël aillent au bout de la guerre. Est-ce la position de l'Arabie saoudite, comme on a pu l'entendre ? Pas forcément, parce que ce que souhaitent les Saoudiens, c'est le calme dans la région, une forme de stabilité régionale, et un Iran en décomposition, avec une chute du régime chaotique, avec peut-être des millions de réfugiés, c'est pas forcément dans l'intérêt des Saoudiens ni des autres pays du Golfe. Donc, à la limite, comme on dit le proverbe, vaut mieux un diable qu'on connaît qu'un diable qu'on ne connaît pas. Donc, valait mieux un Iran affaibli, sous sanctions, sous cloche, plutôt qu'un Iran, je veux dire, en chaos, voire un Iran démocratique et qui aurait pu attirer tous les investissements et qui aurait fait de l'ombre finalement aux pays du Golfe. Et pourtant, des accords de coopération et de défense lient certains de ces pays du Golfe à des puissances occidentales ou régionales, Dalila Gomri. Ils ont tous des accords de défense, notamment avec les États-Unis, avec la France, avec la Turquie ou encore plus récemment avec le Pakistan. Mais les pays du Golfe sont ces derniers mois en état d'alerte depuis qu'Israël a frappé le Qatar pour éliminer des membres du Hamas. Les pays du Golfe ont compris qu'ils étaient vulnérables et qu'il ne fallait pas compter sur la protection de leur allié historique, les États-Unis. Malgré la présence de 40 000 hommes dans la région, malgré toutes ces bases militaires américaines, ces mêmes bases qui ont valu aux pays du Golfe d'être les victimes collatérales de la guerre en Iran. Une guerre où, là encore, les États-Unis n'ont fait que protéger leurs intérêts, leurs soldats, leurs bases. Et ça, c'est un véritable coup dur, que ce soit pour les Saoudiens ou encore pour les Qataris. Il y a peu de temps, Donald Trump disait à l'Arabie Saoudite qu'elle aurait le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN. Il a aussi offert des garanties de sécurité supplémentaires au Qatar. Or, dans les faits, on l'a vu, il n'en est rien. En revanche, la France, elle, a plutôt tenu ses engagements puisqu'elle a dépêché le porte-avions Charles de Gaulle dès le début de la guerre avec des avions de combat, des moyens de défense anti-aérienne pour protéger ses bases, dont celle d'Abu Dhabi, mais aussi pour intercepter des drones qui visaient ses partenaires comme aux Émirats. Autre partenaire, en tout cas pour les Saoudiens, c'est le Pakistan avec qui les Saoudiens ont scellé un accord de défense mutuelle qui leur permet de bénéficier du parapluie nucléaire pakistanais.
Christian Chesneau, ces 5 semaines de guerre ont révélé la fragilité de ces accords à l'épreuve des faits. C'est quand même une déception parce que les Américains qui étaient censés protéger ces pays du Golfe, ça remonte à 1945, entre Roosevelt et Ben Saoud, c'était le pétrole contre la sécurité. On voit bien qu'il y a des trous dans le parapluie, des déceptions, et que finalement cette alliance est fragile. Et il y a des trous dans la raquette. Et donc ces pays du Golfe maintenant sont un peu déçus et commencent à aller voir un petit peu ailleurs parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas compter à 100% sur les Américains. La France, elle a tenu son rang vis-à-vis de ses alliés, en l'occurrence le Qatar, le Koweït et surtout les Émirats arabes unis, durement touchés. Oui, et d'ailleurs les Émiriens sont très reconnaissants à la France d'avoir envoyé des rafales supplémentaires, du matériel anti-aérien, des radars. Oui, là, la France, pour le coup, a joué sa partition, qui était compliquée, parce que la France n'a pas beaucoup d'intérêt, mis à part les Émirats et puis le Qatar et puis le Liban. Mais là, oui, la France a été au rendez-vous. Et ça, les gens du Golfe s'en souviendront. L'accord d'assistance mutuelle qui lie l'Arabie Saoudite au Pakistan aura été déterminant pour l'entrée de ce dernier pays dans le jeu des négociations. En tout cas, le Pakistan profite finalement de l'effacement des pays du Golfe, parce que traditionnellement, on l'a vu ces 2 dernières années, c'était le Qatar qui était le médiateur sur le Hamas, sur Gaza. Vous aviez Oman qui jouait les médiateurs avec les Iraniens, l'Arabie Saoudite qui jouait les médiateurs entre la Russie et l'Ukraine. Et là, forcément, il y a une désillusion et une incapacité finalement à être acteur. Et donc, le curseur s'est déplacé sur le Pakistan, qui a des gros atouts. D'abord, une frontière commune avec l'Iran, avec des chiites, une confiance avec les Iraniens. Et puis, vous l'avez dit, un accord mutuel de défense avec l'Arabie Saoudite. C'est une puissance nucléaire, donc qui est crédible, qui tient la route. Donc là, pour les Iraniens, et puis très proche des Américains. Donc, ils cochaient toutes les cases. Oui, voilà en tout cas des pays qui ont 5 semaines durant encaissé des frappes de missiles et des attaques de drones sans jamais riposter. Pourtant, ils disposent pour certains d'arsenaux tout à fait conséquents. Que détaille pour nous Noémie Roche. Ils sont en première ligne depuis le début des frappes israélo-américaines en Iran. Chaque jour ou presque, des missiles et des drones iraniens sont lancés par Téhéran, direction les pays du Golfe. Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite ou encore Koweït, tous font les frais de la riposte iranienne, notamment en raison des bases américaines qu'ils abritent. Au cours des dernières 24 heures, les forces armées ont détecté et neutralisé 13 drones hostiles dans l'espace aérien koweïtien. Malgré des dégâts parfois importants et plusieurs victimes, les pays du Golfe parviennent à intercepter une grande partie des attaques. Ces États sont parmi les principaux clients de l'industrie de défense américaine et européenne, notamment française. Ils se sont progressivement dotés de flottes d'avions de chasse modernes et surtout de systèmes de défense aérienne performants, comme les Patriotes. Très équipés, ils ont aussi fortement augmenté leurs dépenses militaires ces dernières années. Elles représentaient en moyenne 4,3% de leur PIB l'an dernier, contre 3,5% en 2022. Dans la région, l'Arabie saoudite dispose de la principale armée, suivie par les Émirats arabes unis et le Qatar. Mais même bien équipés, leurs armées manquent d'expérience. C'est le cas aussi en mer, où même équipés de navires de guerre, ils ont encore besoin d'assistance, ce qui compliquerait une potentielle intervention pour sécuriser le détroit d'Ormuz et la mer Rouge. Christian Chesneau, pourquoi une telle retenue de la part de pays attaqués quotidiennement par l'Iran ? Parce qu'ils savent que, certes, ils ont des armes modernes, des Patriotes, des armes françaises, américaines, mais que face à l'Iran, 95 millions d'habitants, qui a une puissance de feu énorme, ils font pas le poids. Et ce qu'on a vu, c'est des frappes politiques. C'est pas des frappes destinées à détruire, comme on voit en Israël, où vous avez des missiles hypersoniques qui tombent sur Tel Aviv ou sur des points sensibles. Donc les Iraniens ont vraiment ciblé des points précis. Il y a eu quelques dégâts collatéraux, mais militairement, les pays du Golfe ne peuvent pas faire le poids face à la puissance des gardiens de la Révolution qui pourraient quasiment vitrifier Dubaï en quelques heures et Dubaï reviendrait 50 ans en arrière. Donc ça, ils ont conscience aussi du poids qui n'est pas suffisant. Ils ne boxent pas dans la même catégorie. Washington n'a pas mis en tout cas la même pression sur eux, notamment sur l'Arabie Saoudite, que sur ses alliés occidentaux pour intervenir. Oui, alors il y a eu quelques messages passés, mais il y a une forme de réalisme, encore une fois. Même l'Arabie Saoudite, qui est un grand pays, 30 millions d'habitants, qui a beaucoup d'armement.
mais ils ont été touchés au cœur, c'est-à-dire sur des infrastructures pétrolières, sur des oléoducs, sur le port de Yanbu, sur la mer Rouge. Donc ça, c'est des signes qui indiquent qu'on ne peut pas aller très loin. Et donc les Saoudiens sont quand même très réalistes. Ils ont compris le rapport de force et que c'est pour ça qu'ils sont à la fois, évidemment, proches des Américains, mais ils comprennent qu'avec les Iraniens, ça sera toujours leurs voisins. Voilà qui pose en tout cas la question de la position américaine vis-à-vis des partenaires du Golfe. Washington a privilégié les intérêts d'Israël. C'est ainsi qu'il faut lire le récit de ces 5 semaines, Mathieu Mabin. Oui, c'est en partie comme cela que cette séquence est analysée ici, en tout cas à Washington. Depuis le début du conflit, Donald Trump a fait de la sécurité d'Israël l'axe central de sa stratégie. C'est vrai, l'objectif était de réduire les capacités militaires iraniennes jugées menaçantes pour l'État hébreu, en particulier les missiles balistiques, les drones et les réseaux de milices soutenus par Téhéran dans la région, Hezbollah en tête, bien sûr. Mais cette ligne a créé un inconfort réel, c'est vrai, chez plusieurs partenaires du Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Qatar redoutaient surtout une guerre prolongée qui mettrait en danger leurs infrastructures énergétiques et la circulation maritime dans le Golfe. Dans les coulisses, les capitales du Golfe ont donc plaidé pour une désescalade et l'ouverture d'un canal diplomatique. Ce que révèle cet épisode, dans le fond, c'est que l'équilibre reste extrêmement délicat. Washington agit pour protéger Israël, tout en cherchant à éviter une rupture avec les monarchies du Golfe, dont dépend aussi la stabilité stratégique et énergétique de la région, mais quand il faut faire un choix, il n'est jamais en faveur des monarchies du Golfe. Christian Chesneau, on a atteint là les limites des accords d'Abraham. Les États du Golfe se sont trouvés entraînés malgré eux dans le conflit, victimes directes d'une guerre décidée à leur insu par Israël et les États-Unis. Oui, et puis comme je disais, ils sont très amers, très déçus, parce que, vous vous souvenez, la première visite de Donald Trump, c'était pour l'Arabie Saoudite, pour les Émirats, pour le Qatar. Ils avaient produit des milliards d'investissements aux États-Unis. Le Qatar, qui avait quand même offert un Boeing à Trump, donc il y avait vraiment des gestes pour dire, en gros, on va l'amadouer, parce que Trump aime bien le business. Il faut rappeler que Jared Kushner, donc le gendre, a des investissements en Arabie, et l'Arabie a mis 2 milliards de dollars dans son fonds d'investissement. Donc les pays du Golfe pensaient avoir fait le maximum et pensaient avoir l'oreille de Trump, et finalement ils s'aperçoivent que finalement non, et que pour eux c'est une grande désillusion, parce qu'ils sont à la fois proches et ils subissent les conséquences, d'où une posture très, très inconfortable finalement. Cette guerre aura en tout cas permis à un acteur inattendu de mettre un pied au Proche-Orient. Volodymyr Zelensky s'est fendu d'une tournée dans les États du Golfe, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, mais aussi en Jordanie, pour vanter son expertise en matière de drones, en l'échange d'approvisionnement en carburant. Cette présence de l'Ukraine, elle devient significative ou bien reste marginale, Christian Chesneau ? C'est plutôt symbolique, mais je crois que c'est plutôt un pied de nez à Poutine qui soutient l'Iran. Oui. Et l'Iran qui a fourni les drones aux Russes pour frapper l'Ukraine. Et donc, maintenant, les Saoudiens et les gens du Golfe sont 360 degrés dans leur diplomatie. Donc, ils sont contents parce qu'ils vont peut-être récupérer de la technologie anti-drone de la part des Ukrainiens. Et en même temps, c'est un clin d'œil à Poutine, à Moscou, en disant on n'est pas dupes, nous aussi, on peut diversifier nos partenariats, on est très réalistes. Et donc, si c'est dans notre intérêt d'acheter du matériel militaire aux Ukrainiens, on le fait, mais ça va pas bouleverser la donne géopolitique, notamment entre les pays du Golfe et Poutine, dont ils sont très proches. Ouais. Cette période de 5 semaines aura aussi mis en lumière les faiblesses du Golfe Persique. Chaque État a été touché dans ce qui constitue son talon d'Achille, Dalila Gomri. La riposte iranienne a commencé en visant les bases américaines dans le Golfe, puis Téhéran a poursuivi sur les intérêts des pays du Golfe, notamment les Émirats, en visant Dubaï, le symbole de Dubaï, à savoir cette vitrine de la mondialisation, d'où cet impact mondial. Les Iraniens ont voulu porter un coup dur aux secteurs clés comme les finances, le tourisme, l'immobilier de luxe ou encore les transports. L'aéroport de Dubaï a été visé à plusieurs reprises. C'est le 2e aéroport le plus fréquenté au monde. Les aéroports de la région, d'une manière générale, sont des lieux de transit, notamment vers l'Asie, par exemple. Toujours à Dubaï, le port de Jebel Ali, qui est l'un des plus gros ports au monde, a également été frappé. C'est là qu'arrivent les denrées alimentaires des pays du Golfe, via Hormuz. Ce port assure aussi le transit de marchandises entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, là aussi via le détroit d'Hormuz. Les sites d'hydrocarbures des pétromonarchies ont également été frappés, comme en Arabie Saoudite, au Qatar ou encore aux Émirats. Les multinationales ont évacué
évacuer leur personnel comme Amazon ou encore Microsoft. Enfin, l'eau, qui est une denrée rare et vitale dans la région, a été aussi une cible stratégique pour les Iraniens pour marquer les esprits. Téhéran n'a pas hésité à frapper les usines de dessalement. Et à l'heure actuelle, l'ONU estime à au moins 186 milliards de dollars les pertes subies par les pays du Golfe. Les conséquences, ces pays doivent tenter de réinventer leur modèle de développement. Ils avaient déjà commencé à le faire, à l'image du Qatar dans l'industrie alimentaire. Dans ce supermarché, le Made in Qatar s'affiche dans tous les rayons, du lait à la volaille, en passant par les fruits et légumes. Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter à 2017. Excédés par la politique étrangère de leurs voisins, plusieurs pays, dont l'Arabie Saoudite et les Émirats, décrètent un blocus contre le Qatar. Un choc pour la pétromonarchie qui dépend à 90% des importations pour se nourrir. Les autorités décident de produire localement. Premier émetteur mondial de CO2 par habitant, le Qatar veut repousser les limites du désert, coûte que coûte, et recrute des experts étrangers. Voici Igor. Il est en charge de la production des champignons. C'est de la magie. On utilise une technologie hollandaise qui nous permet de produire au Qatar des champignons de haute technologie et de qualité. C'est notre devoir de participer à la sécurité alimentaire du Qatar. On n'est pas là pour faire de l'argent. Une accélération encouragée, en haut lieu par les autorités. Déjà autosuffisant en lait, le Qatar espère produire 55% de ses fruits et légumes d'ici 2030. Christian Chesneau vient de le voir, la transition avait débuté largement avant la guerre. Elle va s'accélérer désormais, il y a une prise de conscience. Oui, parce que là, les pays du Golfe découvrent leur vulnérabilité. Il y a l'eau, c'est un gros problème, il y a des usines de dessalement, et puis les denrées alimentaires. Et pour le Qatar précisément, ils ont mis le paquet depuis l'embargo des voisins en 2017 de l'Arabie Saoudite et des Émirats, qui avaient complètement bloqué l'Émirat du Qatar. Et donc, il n'y avait plus de production. Ils se sont dit, donc on va mettre le paquet sur le lait, sur l'agriculture, etc., parce que c'est des vulnérabilités très grandes et qu'un pays, effectivement, qui dépend trop de l'étranger, en cas de crise, est très vulnérable. La crise qui vient de se produire remet en cause le projet Vision 2030 de Mohamed Ben Salman pour l'Arabie Saoudite, les développements de l'intelligence artificielle ou encore les grands hubs aériens qu'on évoquait à l'instant, Dubaï, Abu Dhabi, Doha. Ça complique un petit peu les perspectives parce qu'encore une fois, le Golfe a été conçu pour être une plateforme ouverte sur le monde. On parle des aéroports, mais on parle des hydrocarbures, on parle du tourisme, on parle des flux de marchandises, Jebel Ali, etc. Et c'est vrai que pour se développer, ces pays ont besoin de calme, d'un environnement apaisé. Sauf que là, c'est tout le contraire. Vous avez au sud le Yémen, les Houthis qui sont toujours menaçants, qui peuvent lancer des missiles contre Israël. Et puis vous avez le Soudan aussi qui est à feu et à sang. Et puis l'Iran, évidemment, qui est en guerre en ce moment. Donc là, c'est pas très bon. La seule bonne nouvelle pour eux, c'est l'augmentation du prix du pétrole. C'est-à-dire que quand vous passez d'un baril de 60 à 100 $, forcément, alors vous vendez moins parce qu'il y a des difficultés d'exportation, mais vous encaissez beaucoup plus. Et quand on voit ce que sont devenus ces pays aujourd'hui, difficile d'imaginer à quoi ressemblait encore une ville comme Dubaï dans les années 70, bien loin du gigantisme actuel. Retour sur ces images d'archives. À la corne sud-est de la péninsule arabique, à l'endroit que les navigateurs appelaient la côte des pirates, un État réduit à un port, encerclé par le sable et la mer, brûlé par le soleil. Dubaï, 60 000 habitants et une température à ne pas mettre un chameau dehors, 45 degrés à l'ombre. D'après M. Gerg, directeur de banque, la prospérité de Dubaï vient du commerce avec le monde extérieur. Pas du pétrole. On vient juste de découvrir le pétrole. Et nous avons de grands projets en perspective, mais ils ne rapportent pas encore d'argent à l'État. Pouvez-vous nous parler du commerce de Dubaï?
Dubaï fait du commerce avec le Pakistan, les Indes, la Perse, l'Afghanistan. Ce sont les principaux marchés et c'est pourquoi il y a ici toutes ces banques et toutes ces maisons de commerce. Et comme vous le savez peut-être, nous importons aussi beaucoup d'or. On mesure en voyant ces images à quel point les temps ont changé. Christian Chesneau, cette fois c'est la fin d'un modèle basé sur le gaz et le pétrole ou bien au contraire la fragilité du climat des affaires avec un voisin tel que l'Iran qui reste menaçant, laissera des traces et ne laissera finalement d'autre choix à ces États que se replier sur leur manne gazière et pétrolière? C'est compliqué pour eux parce qu'effectivement cette volonté d'être un hub mondial, une tour de Babel internationale, c'est vrai que c'est un peu remis en cause et puis là il y a un grand écart entre les Américains et les Iraniens, donc ils vont devoir revoir tout leur plan stratégique, à la fois militaire mais aussi en termes de hub aéroportuaire, de tourisme. Là le tourisme est très fortement impacté à Dubaï, donc c'est parce qu'en fait pourquoi ça marchait ces pays-là, parce que ils étaient en sécurité, ils étaient sanctuarisés, et donc pour la première fois de leur histoire, ils sont vraiment frappés au cœur. Donc ça, évidemment, c'est un moment qui restera dans l'histoire. Le Koweït est toujours traumatisé par l'invasion de Saddam Hussein en 90. Et là, pour Dubaï, c'est un choc terrible, parce qu'effectivement, c'est un émirat qui est basé sur les flux mondiaux, sur les humains, échanges, etc. Et là, tout ce qui perturbe, c'est pas bon pour le business. Or, ils ne sont pas autosuffisants. Alors eux, ils n'ont pas de pétrole. C'est plutôt Abu Dhabi qui a du pétrole. Et donc, mais ils ont beaucoup d'argent iranien, notamment des gardiens de la révolution qui sont dans les banques dubaïotes. Et qui explique peut-être aussi qu'il n'y ait pas eu de riposte à la hauteur de ce qu'on pouvait anticiper. Il y a aussi une forme de retenue, parce que si vous saisissez l'argent, c'est des milliards de dollars, on parle de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars, et bien Dubaï n'est plus la place sûre pour les investissements étrangers. Et ça veut dire que les Russes, les Ukrainiens, les Africains, les Indiens vont retirer leur argent. Il y a déjà des mouvements vers Singapour, vers Hong Kong. Merci beaucoup Christian Chesneau d'avoir été notre invité cette semaine. C'est la fin du monde dans tous ces états. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com et bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle édition.